merci beaucoup de prendre du temps pour échanger avec nous, Madame la rapporteure spéciale de l'ONU. On est très honorés. Donc, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES. J'ai à côté de moi Thomas Porte qui a organisé cette visio, Nadège Abomangoli, André Torigna, Aurélien Saint-Toul, Paul Vanier, en visio Arnaud Le Gall, Gabriel Amar et Ercilia Soudé, qui sont tous et toutes députés de la France Insoumise. Et on est très honorés d'avoir cet échange avec vous. Vous avez eu des mots forts dès le début, puisque dès le 14 octobre, c'est vous qui alertiez sur le risque de nettoyage ethnique massif à Gaza, que vous avez encore redit jeudi les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité qui se passaient sur l'enclave à Gaza, et notamment vous alertiez sur le manque d'eau et de nourriture à Gaza qui constituait là aussi des crimes de guerre. Et pour nous, votre parole est extrêmement importante, puisque nous, en France, nous nous battons pour que le gouvernement français prenne position immédiatement et dépose une résolution à l'ONU sur la question du cessez-le-feu qui est le seul à même de protéger des vies humaines, de mettre fin évidemment au siège de Gaza et au blocus illégal de Gaza depuis 2007, qui permet là aussi la libération des otages. Et nous, on insiste beaucoup sur la question d'une solution politique, et notamment en s'appuyant sur les résolutions de l'ONU, sur la solution à deux États sur lequel notre pays, à notre avis, n'a pas une voix assez forte sur la question. Donc, on va vous proposer d'abord, si ça vous convient, de vous entendre vous, et puis ensuite d'avoir un temps d'échange avec les parlementaires de notre groupe qui sont présents. Mais vraiment, je voulais vous redire, au nom de mon groupe parlementaire, encore une fois, merci à vous de prendre du temps avec nous aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation qui est critique par beaucoup des aspects. Donc, on vous laisse d'abord la parole et puis après, on aura un temps d'échange avec vous. Merci encore. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente, mes respects à toutes et tous. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma reconnaissance au groupe de la France Insoumise, en particulier Monsieur Thomas Porte et Madame Mathilde Panot, pour m'avoir invité à cette réunion. C'est un honneur pour moi aussi, c'est un grand privilège. Je sais que j'ai utilisé des mots forts dès le début de cette guerre qui n'était pas nécessaire, mais c'est tout soutenu par le droit. Et c'est pour ça que j'espère qu'aujourd'hui, disons, ma présentation et la discussion qui va suivre nous aidera à mettre au point aussi des points forts de communication qu'il faut avoir en France. Parce que disons, il y a l'alliance entre le reste, il se trompe comme point de droit et il faut corriger tout ça. Juste pour commencer, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire que j'explique mon mandat brièvement, ou vous êtes tout au courant de ce que je fais et ce que je suis au sein des Nations Unies? Oui, je pense que c'est bien que vous le fassiez, y compris parce qu'on a un enregistrement et pour certains parlementaires, je pense que c'est utile de le rappeler. D'accord, d'accord. En fait, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec mon mandat, je suis rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis le 1967, après du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. J'étais nommée du Conseil en mai 2022. Et ça, c'est un mandat qui dure depuis 30 ans. Je suis la première femme à couvrir, à avoir ce rôle. En tant que rapporteur spécial, ma mission est d'évaluer la situation de violation du droit international et particulièrement la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, d'en rendre compte publiquement et travailler avec les gouvernements à travers les États-Unis, la société civile et les autres parties prenantes pour favoriser, disons, meilleure protection des droits humains. En tant qu'experte indépendante, je suis pas une fonctionnaire onusienne. Je ne perçois aucune rémunération et je ne suis pas rattachée au bureau de l'Haut Commissariat qui me
prête, disons, qui me soutient, me donne du soutien et du support matériel, mais sinon, je suis complètement indépendante. Non, il y a 2 semaines, je présentais mon nouveau rapport à l'Assemblée générale des Nations unies et ce rapport se concentre sur les enfants palestiniens vivant sous l'occupation israélienne. Aussi poignantes qui étaient les circonstances depuis le début de mon mandat, je n'aurais jamais imaginé de me retrouver devant l'Assemblée générale des Nations unies dans des circonstances pareilles, alors que des milliers d'innocents avaient déjà été tués, blessés, traumatisés, soit en Israël, soit dans le territoire palestinien qu'Israël occupe depuis le 1967. Et alors que de nombreuses vies restaient et restent toujours en danger. J'ai utilisé la tribune de l'Assemblée générale pour exprimer avant tout mes plus sincères condoléances à toutes les personnes qui ont été directement ou indirectement impactées par les hostilités en cours, les Palestiniens comme les Israéliens, ainsi que toute communauté et individu affectés par le conflit en cours, aussi en France, parce que je suis au courant qu'il y a des citoyens français parmi les otages qui le Hamas a pris. Et à ce sujet, je tiens vivement à faire la même chose devant cette commission. Mes condoléances pour tous qui ont souffert les faits les crimes du 7 octobre et tous les otages qui doivent être, comme vous le disiez tout à l'heure, libérés au plus vite et les faire revenir à leur foyer. Les événements du 7 octobre ont marqué un tournant tragique majeur dans l'histoire des peuples palestiniens et israéliens. Comme vous le savez, 1400 personnes ont été tuées en Israël, des milliers ont été blessés, des centaines ont été prises en otage par des groupes armés de la bande de Gaza. Et les actions de ces groupes armés contre les civils en Israël constituent des crimes de guerre. Ça, c'est une réalité incontournable et doit être poursuivie au plus vite par la justice. En réponse, les forces d'occupation israéliennes ont à nouveau bombardé la bande de Gaza. C'est la 6e fois depuis le 2008. Et ils l'ont fait de manière violente et indiscriminée. Ils ont tué déjà presque 10 000 Palestiniens en moins de 4 semaines, parmi lesquels 4 000 enfants. Il y a 50 familles qui ont été effacées de la face de la terre en 5 générations. Il y a 80 familles où au moins 2 ou 3 membres ont été tués. Non, pardon, 880, désolé. Plus d'1,5 million de Palestiniens à Gaza sont déplacés. Ils n'ont plus une maison. Ils ont été forcés à laisser leur maison, soit parce que détruite, soit parce que forcés par l'armée. Le 45% de l'infrastructure de Gaza a été soit détruite, soit sérieusement endommagée. Parce qu'Israël a bombardé, à savoir des quartiers résidentiels, des entiers bâtiments, des hôpitaux, des écoles, des marchés, des églises, des centres culturels, pardon, je sais pas le mot, bakeries, où on fait le pain. Et tout ça dans l'espace dans le temps de 3 semaines. Pendant ce temps-là, Israël a aussi renforcé son siège illégal en fermant toutes les frontières, empêchant l'aide humanitaire d'atteindre la population civile et d'établir des corridors humanitaires vers d'autres parties du territoire palestinien occupé. Je sais qu'on parle maintenant d'obligation de la Jordanie ou de l'Égypte de prendre des réfugiés. Mais non, le premier corridor humanitaire qui devrait être établi, c'est envers d'autres parties du territoire occupé, parce que sinon, ça va être un transfert forcé de population qui est prohibé par les conventions de Genève. Et il y a aussi, il y a quelques jours, un quartier entier populé par rien que des réfugiés, où il y avait 400 personnes qui ont été ciblées
est presque détruit en entier, avec des centaines de personnes qui ont été tuées, parce qu'Israël savait qu'il y avait un militant de Hamas là. La vie de 400 personnes a été endommagée à cause de mise en péril à cause d'une personne. Ça, ce n'est pas le respect des moindres des normes du droit international humanitaire. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de précaution, il n'y a pas de proportionnalité dans ce que Israël fait est en train de faire. J'ai fait écho aux fortes condamnations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, concernant les actes odieux commis par les groupes armés palestiniens et par tous ceux qui ont participé au meurtre et à la brutalisation des civils israéliens le 7 octobre. Mais du même souffle, je condamnais avec lui cette attaque militaire inconsidérée sur Gaza, qui est officiellement dirigée contre le Hamas, mais menée en pratique contre la population entière. Et je me permets d'inclure d'ailleurs dans ce groupe pardon, et je me permets de dire que la France a rejoint le groupe d'États qui, parmi les pays européens et occidentaux, ont invoqué le droit d'Israël à se défendre. Ça, ce n'est pas droit à l'autodéfense. Ça, c'est complètement hors de ce que l'article 51, qui reconnaît le droit à se défendre, prévoit et dit. Aussi sur la base de jurisprudence consolidée de la Cour de justice internationale. Ce qu'Israël est en train de faire est une punition collective qui s'ajoute à la punition collective qui affligeait déjà les Palestiniens de Gaza depuis le 2007. Je souhaite être bien clair sur ce point. Au regard du droit international, ça, c'est pas nié à la population qui est bombardée de l'eau, de la nourriture, des médecines et les moyens pour alimenter l'électricité dans les hôpitaux, pour désaliniser l'eau et tout. Ça, ce n'est pas de la légitime défense. La légitime défense est un terme technique dans le droit international qui a clairement une signification plus restreinte que dans le langage courant. Parce que l'article 51 de la Charte des Nations Unies prévoit la légitime défense comme usage de la force militaire par un État pour se protéger contre une attaque émanant par un autre État. Et cet article ne s'applique pas aux menaces qui émanent des groupes militaires, ou qui peuvent émaner des groupes militaires dans un autre État. Et surtout, ça ne s'applique pas dans ce cas-là, comme l'a dit déjà la Cour de justice internationale en 2004, dans un cas où le pays occupe un autre pays, le pays qui agit au nom de la légitime défense, occupe le territoire d'un autre peuple. C'est simple. On ne peut pas invoquer le droit à la défense légitime contre le peuple qui en occupe militairement. On ne peut pas faire la guerre à ces peuples. Et ça, c'est clair et c'est établi, même si les États disent que non. Ça, c'est la pratique des Nations Unies depuis le 11 septembre 2001 qui semble avoir changé la loi. Mais la loi reste pareille, même si, disons, s'il y a des États qui vont contre. Il faut bien aller à la Cour de justice internationale et essayer de changer le droit international. Elle opère dans la violation de ce principe. Et ainsi, au lieu de se conformer au droit international, Israël a continué à envoyer des avertissements à 1,1 million, une moitié de la population de Gaza, en lui ordonnant de laisser cette partie du territoire, d'évacuer vers le sud, tandis que le sud était aussi bombardé.
Et ils ont mis en péril, en danger, des hôpitaux et 20 cliniques dans la bande de Gaza, au nord de la bande de Gaza, ne sont plus opérationnelles. La plupart a dû évacuer les patients. Mais il y a aussi un risque très grave, un danger sérieux que ce que nous observons actuellement soit une répétition de la Nakba du 1948 et de la Naksa du 1967, mais bien sûr à plus grande échelle, parce que les responsables israéliens ont ouvertement plaidé en faveur d'une autre Nakba. Et ça n'a pas commencé le 7 octobre. Il parle de solutions égyptiennes pour les Palestiniens de Gaza depuis des mois, sinon pas de... Et comme vous le savez, le terme Nakba se réfère à quand, entre le 1949 et le 1947, 750 000 Palestiniens ont été expulsés de leur foyer et de leur terre lors des hostilités ayant conduit à la création de l'État d'Israël. Cela n'a jamais été permis de revenir à leur terre et à leur foyer. La même chose, l'Anaxa, c'est le 1967, quand Israël a expulsé 350 000 Palestiniens lors de son occupation de la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et encore aujourd'hui, à ces gens et leurs descendants n'est pas permis de rentrer. C'est pour ça que je dis, ma crainte, et je le dis comme vous le disiez tout à l'heure, Madame la Présidente, de tout le début, sous le prétexte de la guerre, Israël est en train de poursuivre un autre nettoyage ethnique. Les risques sont très graves, mais maintenant, depuis la première semaine de cette guerre atroce qui trouve un écho aussi dans la Cisjordanie, parce que je pense, vous le saviez, qu'entre-temps, 140, à peu près 140 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons armés. Et 40 parmi eux sont des enfants. Ça s'ajoute à ces craintes que j'ai, parce que je vois que d'un côté, il y a la société israélienne qui crie à une autre Nakba, 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 et ça, c'est vu comme l'opportunité pour se libérer des Palestiniens une fois et pour toutes. Mais il y a une autre dimension qui n'est pas étrangère au cas de nettoyage ethnique dans l'histoire, et que c'est le risque d'un génocide. Il y a, et ça, j'ai dénoncé ce risque déjà 2 fois, le 19 octobre avec des autres rapporteurs spéciaux des Nations Unies et le 2 novembre en disant il y a un risque et après il y a un risque très grave qu'il y a un génocide en cours. Parce que le génocide, c'est la destruction intentionnelle, délibérée d'un peuple, d'une partie du peuple pour des raisons ou d'un groupe religieux, national, racial, ethnique, à travers des actes meurtriers, à travers l'infliction de formes de souffrance physique et mentale, ou même de création de conditions de vie impossibles qui peuvent mener à la destruction d'un peuple. Et je veux dire, tandis que la population de Gaza, 2 millions et 200 d'habitants, la moitié desquels sont des enfants, et déjà les victimes, le 70% des victimes sont des enfants et des femmes, le 40% des victimes, 4000 personnes sont des enfants. Ça, c'est le chiffre des gens qui ont été tués à Gaza. Les laisser sans possibilité d'accéder aux biens essentiels. À ce moment-là, c'est clair que ça dépasse le crime de guerre. On est vraiment dans un autre terrain là. Il faut arrêter les crimes d'Israël. Ces événements, bien sûr, sont les symptômes les plus récents de l'échec abyssal de la communauté internationale à apporter la paix et la sécurité dans la région, soit pour les Palestiniens et soit pour les Israéliens. Un échec qui lui-même se nourrit de l'échec tout aussi magistral
de faire face aux décennies d'illégalité et d'impunité d'Israël. Parce que, Madame la Présidente, vous venez d'évoquer la solution à 2 États. Mais ça, c'est comme une boîte vide. Il n'y a rien dedans. Parce que on dit que les Palestiniens ont reconnu l'État d'Israël, ont renoncé en tant que mouvement de libération à la résistance armée. Israël a fait une concession aux Palestiniens avec les accords de Oslo, qui c'est au plus une autonomie municipale. Parce que pour le reste, pas seulement il a gardé le contrôle sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est, mais a continué de façon féroce et à contrôler son œuvre de colonisation, parce que ce n'est qu'une colonisation, le prix de territoire occupé illégalement, et le transfert de ce territoire à des civils israéliens, tout en chassant les natifs palestiniens. C'est pour ça qu'en conclusion, à court terme, je pense que les États membres devraient exiger et faire respecter le cessez-le-feu pour permettre aux otages d'être libérés, à l'aide humanitaire de circuler dans toute zone de la bande de Gaza et à ne pas avancer le plan de transfert hors de la bande de Gaza. Ça doit être dans d'autres parties du territoire occupé, parce que sinon, c'est un forcible transfer. Et l'autre chose, c'est d'assurer aussi la libération de toute personne détenue de façon arbitraire. Il y a actuellement des milliers de Palestiniens, y inclus des enfants, privés de leur liberté sans accusation et sans charge, sans un procès, même si on le sait, les procès sont faits par des tribunaux militaires et c'est déjà ça une aberration. Voilà, je pense que les peuples de Palestine et d'Israël méritent la paix, ils ne méritent pas un conflit interminable et il incombe à la communauté internationale de manière collective de les aider à construire un avenir pacifique en permettant à tous et toutes de s'épanouir pleinement et de vivre en liberté et en dignité. Cela ne peut être assuré qu'en reconnaissance et en respectant une humanité commune, partagée, et les droits égaux, la dignité et la liberté de chacun et chacune. Et je vous remercie.